Bonjour tout le monde, je suis très content d'être là et je suis particulièrement content de voir qu'il y a des gens ici qui viennent voir une conférence CSS ou qui se sont trompés de salle. J'ai un collègue qui m'a fait une slide d'intro il y a littéralement 20 minutes, je me suis dit qu'elle était parfaite pour ça. Donc la voici, c'est exactement comme ça qu'on fait du CSS aujourd'hui. Ah, c'est pas tout à fait vrai. On va parler des nouveautés CSS, des choses qui sont utilisables en production depuis pas trop longtemps. Et il y a pas mal de choses à dire. CSS évolue vite, beaucoup. Et c'est le sujet de ce talk. Alors bonjour, moi je m'appelle Raphaël. Je fais du CSS depuis longtemps. J'ai créé une communauté il y a quasiment 20 ans qui s'appelle Elsa Création, qui existe toujours et qui est aussi devenue une agence web et un organisme de formation. Et j'aime bien CSS, qui est le cas de tout le monde ici, je suppose, sinon vous ne seriez pas là. Très bien. Petit récap super schématique de CSS. CSS, donc lui-même est né il y a une trentaine d'années quand même, hein. Ça ne nous rajeunit pas. En 96, et ça a pas mal évolué. On a commencé par implémenter 50 propriétés dans la spec. On en est à plus de 650 aujourd'hui, dont je dirais une bonne centaine quasiment chaque année ces derniers temps. C'est relativement impressionnant, on dirait presque du JavaScript des fois. Quasiment toutes les fonctionnalités qu'on va voir dans ce talk sont reconnues, supportées par tous les navigateurs modernes. Alors je ne sais pas si vous connaissez cette ressource qui s'appelle Can I Use. C'est la référence pour savoir si une fonctionnalité CSS, mais pas que CSS d'ailleurs, hein, est supportée par les navigateurs. Et donc je vous invite à découvrir cette ressource indispensable si vous ne la connaissez pas encore. Petit préambule quand même, on va parler de CSS natif, pas de framework, pas de SAS ou de SCSS. Tout ce dont on va parler, c'est du CSS dit vanilla. On est parti. Alors avant de commencer, histoire de voir un petit peu, de tâter le terrain, de jauger un peu le niveau, j'ai un petit quiz, des questions plus ou moins simples. Il y en a qui sont plus simples que d'autres. Il y en a où je ne demanderai même pas votre avis, non, genre celle-là. C'est juste pour s'échauffer, hein. Donc, que signifie CSS? On est d'accord que c'est Cascading Style Sheets. Est-ce que tout le monde sait comment écrire un commentaire en CSS? Ouais, en fait, je ne vous demande pas vraiment. Je vous demanderai vraiment quand ce seront des questions un petit peu compliquées. Là, je pars du principe que tout le monde sait exactement comment écrire un commentaire en CSS. C'était bien évidemment cette syntaxe, hein. À ne pas confondre avec la dernière qui est du SAS, on est d'accord? Très bien. Qui est ce certain Tim Berners-Lee d'après vous? Est-ce que c'est l'inventeur des GIFs animés ou GIF? Est-ce que c'est l'inventeur du web, l'inventeur de CSS, l'inventeur des mèmes ou petite blagounette, pardon? Tout le monde savait? Non, c'est pas une vraie question. C'est gentil de lever la main quand même, mais oui, c'est bien sûr l'inventeur du web, le co-inventeur a priori. Et enfin, dans ce préambule, non, pas enfin, il en reste encore une. Est-ce que tout le monde sait ce que c'est que cette portion de code que vous voyez à l'écran? En l'occurrence, il s'agit bien d'un extrait de la documentation du framework Tailwind, que tout le monde connaît, que tout le monde utilise. Là, c'est une vraie question. Qui utilise Tailwind? Ok. Ça veut dire non, c'est bon, j'ai compris. Ok, très bien. J'ai pas d'a priori, enfin j'en ai un, mais je vous le dirai pas. Enfin, combien de lignes de CSS faut-il pour centrer verticalement un élément? Vous avez
la réponse depuis au moins hier, si vous avez suivi la super conf des 10 trucs de web que vous ne connaissez pas. Du coup, vous connaissez depuis au moins hier la réponse. La réponse, il y en avait plusieurs, hein, figurez-vous. On pouvait considérer que les 4 premières étaient des bonnes réponses. Très bien. On entre dans le vif du sujet. Donc, j'ai traité par différentes thématiques. Je commence par les fondamentaux, avec des choses normalement que tout le monde connaît, mais ça fait quand même du bien de les rappeler. On va parler des variables, les custom properties exactement, du nesting, de add support, de display contents et du sélecteur as. À chaque fois, je vous montrerai le support de chacune des fonctionnalités. En l'occurrence, les custom properties sont reconnus par tous les navigateurs modernes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de navigateur barré. Les variables, ça ressemble à ça. Est-ce que quelqu'un ne connaissait pas les variables? Je prends ça pour un non. En l'occurrence, ça se passe comme ça. On déclare les custom properties ici dans root, mais ça pourrait être n'importe où. Ça leur donne un périmètre d'application. Et on les applique ensuite ici avec la valeur fonction var qui permet de faire référence à cette variable. Rien de très compliqué. C'est une fonctionnalité qu'on utilise aujourd'hui massivement, partout, tout le temps, parce que c'est bien. Et très rapidement, 2 cas d'usage. Premier cas, on est dans une gouttière de valeur 16 pixels qui va être modifiée dynamiquement selon la taille de l'écran. Avec une media query, on modifie la valeur de la gouttière et ça va s'adapter automatiquement. Autre cas d'usage. Grâce à une media query relativement récente, mais qui fonctionne partout, qui s'appelle Prefers Color Scheme, et qui permet de détecter le mode de couleur de l'usager. On va pouvoir modifier des palettes, modifier des couleurs, là aussi dynamiquement et automatiquement, grâce à l'usage de variables, notamment. Donc il y a énormément d'usages de ces variables. Et je vous rappelle qu'on ne dit pas des variables, on dit des custom properties, mais c'est classe variable. Le nesting, là aussi, qui est supporté nativement depuis un petit bout de temps maintenant sur tous les navigateurs récents. Schématiquement, ça c'est ce qu'on faisait avant. On avait un sélecteur, par exemple un élément link, mais également ce sélecteur au survol et au focus, mais également avec un état lié à un media query, etc., etc. On avait beaucoup de répétitions de ce sélecteur-là. C'est pas évident à maintenir, d'autant plus que ces sélecteurs peuvent se balader un petit peu partout dans le CSS. L'intérêt du nesting, c'est la syntaxe ici à droite, c'est de pouvoir regrouper tous les états, tous les sélecteurs intermédiaires à l'intérieur d'un même sélecteur, et donc d'imbriquer tout ça. C'est bien, à dose homéopathique, faut pas les imbriquer de manière excessive, mais sinon c'est très très bien. Ça aussi c'est très utilisé, c'est reconnu par tous les navigateurs. On poursuit avec un truc un tout petit peu moins connu, qui est add support, qui permet de détecter le support navigateur d'une fonctionnalité. Ici, dans mon exemple, j'ai un élément de classe title qui est de couleur noire. Et je voudrais appliquer des super effets avec une propriété backdrop filter que vous connaissez ou pas, mais ce n'est pas très grave. Backdrop filter, ici, comme les valeurs peuvent le laisser comprendre, ça va générer un effet de flou et ça va assombrir l'arrière-plan de ce titre. Et auquel cas, je voudrais que la couleur de texte passe en blanc. Le problème, c'est que si le navigateur ne reconnaît pas backdrop filter, on est bien embêté parce qu'on aura un texte en blanc, alors que le fond est certainement très clair aussi, donc on aura des problèmes de contraste. On verra mieux avec un exemple.
Ici, l'idée, c'est que le titre est noir par défaut. Si le navigateur ne reconnaît rien, bah, il reste noir et tout va bien, puisque l'image d'arrière-plan est très claire. Alors que si le navigateur reconnaît cette propriété, notre texte passe en blanc, puisqu'il y aura un contraste suffisant avec l'arrière-plan. Je n'ai pas calculé le contraste, mais on part du principe que par défaut, c'est bon. Petit quiz rapide, tout le monde a reconnu la célébrité qui est cachée derrière cette photo? Il y a un indice dans le titre. AdSupport permet de cibler le support de n'importe quelle propriété moderne et ça permet d'avoir une alternative très facilement. Je poursuis avec Display Contents. Display Contents, c'est une des 33 valeurs de display que tout le monde connaît, qui est également assez récente, qui a un effet très particulier. C'est une sorte de display none, mais que pour l'élément lui-même, hein, pas pour ce qu'il contient. En fait, il disparaît. Pire, il disparaît que de CSS. Il reste dans le DOM. Et il n'existe plus en CSS. C'est comme si on faisait sauter l'élément en CSS et ses enfants deviennent les enfants de son père. Dit comme ça, c'est un peu compliqué, c'est un peu tordu surtout. Démonstration. J'ai un élément de classe row qui contient lui-même un élément de classe col-6 et qui lui-même contient 3 enfants div. Et comme j'aime beaucoup Flexbox ou Grid Layout, j'ai envie d'avoir une action sur row et que cette action en fait se répercute sur les éléments div 1, 2 et 3. Ok? Des fois on n'a pas le choix, on a une structure qui est imposée. Je ne parle pas spécifiquement de Bootstrap, hein, mais un peu quand même. Et on n'a pas le choix. Le problème c'est que Flexbox et Grid Layout vont s'appliquer que aux enfants directs. Si j'applique un display grid ou un display flex sur .row, l'effet ne s'appliquera que sur col6 et c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux que ça s'applique sur les div 1, 2, 3. Et c'est là qu'on va faire disparaître en CSS l'élément intermédiaire en lui disant ben toi tu as un display contents. Cet élément va disparaître et notre élément row va pouvoir appliquer son display, son contexte Flexbox ou Grid Layout à ses petits enfants qui seront devenus ses enfants. Sortez pas ça du contexte jamais, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est extrêmement puissant. Ça posait il y a encore quelques années des problèmes d'accessibilité parce que les assistances techniques n'étaient pas trop au point avec ça. À ma connaissance, ça fonctionne maintenant partout, c'est accessible et c'est utilisable en production. Et c'est très très puissant. Je continue avec mon sélecteur préféré qu'on attendait depuis 20 ans. Ce qu'on appelle le sélecteur de parents qui est 2.as. Qui est-ce qui connaît 2.as ici? Ah, trop bien. Une bonne moitié. As, comme son nom ne l'indique pas forcément, c'est un sélecteur de parents, mais pas que. Ça permet de cibler un élément par rapport à une condition. Ici, ma condition, c'est A2.as, entre parenthèses, img. On se pose la question de est-ce que j'ai un lien qui contient une image? Si tel est le cas, ce n'est pas l'image qui va être ciblée, c'est bien le lien. Donc c'est une sorte de sélecteur de parents, en effet. Donc ça concernerait ce cas de figure. S'il possède une image, c'est lui qui est ciblé, donc qui est stylisé. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Ça ouvre la voie à plein de possibilités qui étaient très tordues à faire. En l'occurrence, je peux cibler un élément, une carte, qui s'appelle ici product, qui peut contenir ou pas à l'intérieur d'elle un autre élément qui s'appelle discount. Si tel est le cas, ben, je peux changer l'ordre de la carte elle-même et l'afficher en priorité si je suis en Flexbox, par exemple. Je peux faire du conditionnel dans Grid Layout, par exemple. Tout le monde connaît Grid Layout? Ouais. Là, il fallait lever la main. Ouais. Là, c'est Grid Layout, c'est vraiment une perfection.
Dans Grid Layout, je peux par exemple cibler une card si elle possède un élément IMG, comme enfant direct. Et dans ce cas, je vais ajouter une gouttière. Donc c'est vraiment du conditionnel. Je peux aussi pousser le vice à modifier la gouttière si je sais que le groupe de cartes a exactement 2 enfants. Alors ça vient tordu, mais 2 enfants, ça veut dire que l'enfant numéro 2 est en même temps le dernier. Et si tel est le cas, eh ben, je cible le parent card group et je rajoute une gouttière. Ça devient tricky, mais c'est tellement beau. On peut faire d'autres choses super intéressantes. Ah, j'aime beaucoup As, je ne sais pas si ça va se remarquer un peu au bout d'un moment. On peut cibler par exemple le parent d'une checkbox. Un truc très con, mais je coche une checkbox et en fait, ce n'est pas la checkbox que je vais styliser, c'est le parent. Je vais rajouter une bordure gris, un fond gris. Ah, c'est exactement le même principe. Je cible un parent si je sais qu'il contient une checkbox à l'état checked, etc. Pas plus compliqué que ça. Je peux m'amuser à faire des menus qui changent de forme et de style selon le nombre d'items qu'ils contiennent. Aussi avec As. Bon, je ne rentre pas dans le détail, mais il y a à chaque fois le code. Je peux m'amuser à remonter tout le DOM à partir d'un élément que je check. Ici, ma checkbox. En cochant cette checkbox, je peux dire que body, à partir du moment où il dispose d'une checkbox qui est checked, va modifier entièrement ses couleurs. On peut changer de thème, en gros, en remontant entièrement le DOM. C'est extrêmement puissant de point As, au point où on peut cibler à peu près n'importe qui, n'importe où dans le DOM, et le styliser en fonction. Voilà, pour cette première partie. Ça vous a plu? Très bien. La partie suivante, on parle de positionnement avec Grid Layout, avec les alignements verticaux partout. On vous a déjà spoilé hier. Scroll Snap et encore Positioning. Grid Layout, c'est la plus belle spécification CSS qui existe. Pour avoir touché beaucoup à Flexbox et beaucoup à Grid Layout, les deux sont complémentaires, mais Grid Layout est quand même vachement plus complémentaire. On peut tout faire dans Grid Layout et franchement, intéressez-vous à cette spec. Elle est généralement beaucoup plus intuitive, même si le départ a l'air un peu compliqué. C'est beaucoup plus intuitif que Flexbox, où il y a pas mal de pièges dans Flexbox, hein, des choses qui se rétrécissent sans qu'on veuille, etc. Grid Layout, ça permet par exemple de faire des trucs relativement simples avec très peu d'éléments. J'ai un conteneur ici qui contient 1, 2, 3, 4 enfants en quelques petites lignes de CSS que n'importe qui est capable de comprendre. Mon conteneur est en display grid avec une gouttière et je vais déclencher la modification du nombre de colonnes si j'atteins une certaine taille de fenêtre et je vais définir que header et footer vont occuper 2 colonnes de large, ce qui nous donne exactement ce résultat-là, ce qu'on appelait à une époque le Holy Grail Layout. Et il fallait à peu près 50 lignes de CSS minimum. Ça, c'est un petit exemple de ce qu'on peut faire en Grid Layout. On peut faire énormément de choses en Grid Layout. Les alignements partout, on vous en a parlé hier dans la conférence sur les nouveautés du web. Donc je ne vais pas réinventer la roue. En gros, aligner verticalement, jusque-là, c'était réservé à soit Grid Layout, soit Flexbox, hein, soit des techniques ancestrales compliquées. Aujourd'hui, on peut faire ça comme ça. J'ai un élément div. Je lui mets une hauteur pour bien comprendre qu'on va centrer verticalement, mais ce n'est pas nécessaire. Et on va centrer verticalement avec Align Content Center.
Je suis sur un élément div de nature bloc, a priori, parce que j'ai rien changé. Ça fonctionnera très bien. Je ne sais pas si vous voyez, c'est supporté sur tous les navigateurs aujourd'hui, ça. Alors, plus ou moins. Align Content, pour le coup, est supporté sur tous les navigateurs. On a d'autres valeurs qui sont Justify Self. Je ne sais pas si on voit, c'est barré. Ouais. Justify Self qui va s'appliquer sur l'élément en lui-même et horizontalement, qui n'est pas reconnu encore sur Safari. Et on a les autres variantes, Align Self et Justify Content, qui n'existent pas. Donc c'est un petit peu tordu, mais en gros, on va juste retenir que Align Content fonctionne partout et ce sera très bien. On continue avec la fonctionnalité Scroll Snap qui permet de simuler un petit peu ce qu'on fait sur des mobiles quand on commence à scroller horizontalement et quand on lâche le doigt, hop, ça se repositionne comme si ça s'accrochait à une grille. Bah, c'est exactement ce fonctionnement qu'on va reproduire en CSS. Donc là, vous imaginez que je suis en train de naviguer avec mon doigt, je lâche et tout seul, ça revient pour que la carte soit centrée. Faire ça aujourd'hui en CSS, c'est écrire 3 lignes de CSS. On dit que le parent autorise un overflow dans le sens horizontal. On déclenche le snap type en disant que le truc doit être horizontal, la grille doit être horizontale aussi, donc en X, et obligatoire, mandatory. Et on précise quel sera l'alignement de chaque enfant sur la grille. Là, en l'occurrence, chaque enfant sera centré sur la grille. Ça aussi, ça fonctionne sur tous les navigateurs depuis un petit bout de temps. Encore positioning, c'est la première fonctionnalité de ma liste qui ne marche pas partout, mais c'est tellement extraordinaire que je suis obligé d'en parler, vu que l'an prochain, ça marchera partout. Ça permet de positionner en absolute n'importe qui par rapport à n'importe qui ailleurs dans le DOM. Alors que jusque-là, on devait être limité à un ancêtre. Là, ça peut être n'importe qui, n'importe où. C'est évidemment extrêmement puissant. Et ça se passe comme ça. Mon élément de référence aura une propriété encore name, avec un tiré du 6, tiré du 6. Attention, ce n'est pas une variable, c'est un nommage obligatoire, tiré du 6, tiré du 6. Et l'élément qui sera ancré à cette référence aura tout simplement un position encore pour faire référence à son référent. Et ensuite, je positionne où je veux avec, par exemple, position area. Quelqu'un connaissait ça? Pas mal, pas mal. Encore positioning, je suis obligé de vous donner quelques démos parce que c'est extraordinaire. Première démo, un range où la valeur va suivre le thumb. Deuxième démo, un effet de cadre qui va suivre en transition l'élément qu'on survole. Et troisième démo, une navigation avec un style qu'on aime bien, le soulignement qui va se déplacer de manière animée d'un lien à l'autre. Ça, on peut le faire nativement maintenant en CSS puisque le référent va toujours être, enfin l'élément va toujours être créé sur l'ensemble de la navigation avec une position et on change juste le référent quand on survole un lien. Du coup, la valeur de left va changer et ça va se faire en transition qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc c'est extrêmement intéressant aussi, on va pouvoir faire beaucoup de choses.
On passe à l'interlude numéro 2, parce qu'il y en a qui ont l'air de s'endormir. D'après vous, quelle est la couleur CSS la plus sombre parmi cette liste? Attention, il y a des pièges, il y en a qui ne sont pas des couleurs. Évidemment que vous me dites dark gray alors que c'est gray. C'est gray, et c'est pas une blague. C'est... Voilà, voilà. Ça, c'est un truc qu'on peut caser en soirée, franchement. Donc gray est plus sombre que dark gray. D'après vous, quelle propriété de cette liste existe vraiment dans Flexbox? C'est effectivement FlexWrap. Merci aux personnes qui ont joué. Les autres n'existent pas, heureusement. Attention, point d'exclamation important. Est-ce que ça veut dire que c'est important ou est-ce que ça veut dire que c'est pas important? C'est pas si facile. Alors, il y avait deux réponses possibles. Oui, c'est important. Et en plus, c'est un piège, puisque évidemment que point d'exclamation, ça voudrait dire l'inverse. C'est listé dans la liste officielle que tient à jour le W3C sur ses erreurs. Ils disent officiellement, c'est un peu con, mais on n'aurait pas dû appeler ça point d'exclamation importante. C'est véridique, vous trouverez la liste dans le lien que je vous ai donné. Autre question, tout le monde devrait connaître la réponse. Quelle est la valeur maximale théorique de la propriété Z-index? Une des plus belles propriétés CSS au monde, Z-index, qui marche toujours très bien. Z-index, sachez-le, vous pouvez mettre plus de 2 milliards en négatif et en positif. Mais quelle que soit la valeur, ça ne marchera pas. On passe au responsive, un sujet où on abordera les unités de viewport, les media query range, les container query et les style query. Les unités de viewport qui sont aujourd'hui très utilisées, très facilement reconnues. C'est la collection de VW, VH, Vmin, Vmax, mais on utilise surtout VW en général, voire VH. Un VW signifie 1% de la largeur de la fenêtre, contrairement au pourcentage qui signifie 1% de mon parent. Donc VW, c'est beaucoup plus stable puisque la référence, c'est toujours la fenêtre. Tout le monde connaît VW? Oui, vous pouvez, ok. Et son équivalent vertical sera VH pour Viewport Height. Et on peut également donner des hauteurs, plutôt en min height, parce qu'on évite de bloquer les hauteurs, mais min height, c'est très bien. Alors, il y a une petite feinte que nous a réservée iOS, qui est buggée, en fait, sur cette valeur de VH, parce qu'elle tient compte, ou pas, de la barre d'adresse ou les trucs qui vont se rajouter dans le Chrome. Et pour le coup, sans VH, ne va pas toujours fonctionner correctement. Et donc les spécifications ont rajouté, ce qu'on voit c'est cassé à droite, les spécifications ont rajouté des nouvelles valeurs, en l'occurrence les D quelque chose, D pour dynamique. Là, on est sur un DVH qui veut dire Dynamic Viewport Height et qui prendra toujours la valeur dynamique qui reste visible. Ok? Donc sans DVH, c'est mieux que sans VH. Et aujourd'hui, il n'y a plus trop d'intérêt à utiliser VH vu que DVH est reconnu par tous les navigateurs. Voilà, voilà. On continue. Tout le monde sait écrire des media queries? Ça, là.
Faites jamais de copier-coller et vous l'écrivez à la main de tête. En général, vous mettez aussi screen and machin, je sais pas quoi. Ok. Personnellement, ça m'a toujours perturbé d'écrire min-width quelque chose, alors que c'est pas la propriété min-width. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ici, min-width, c'est pour dire est-ce que width vaut au minimum quelque chose. Alors que la propriété min-width existe en CSS, qui ne veut pas dire la même chose. Bref, j'ai toujours été perturbé avec ça, et quand les spécifications ont proposé une syntaxe qui est celle-ci, qui me semble beaucoup plus compréhensible par un être humain qui fait du code, j'ai trouvé ça excellent. C'est exactement l'équivalent. Je pose la question, est-ce que width est supérieur ou égal à 576 ? Je préfère l'écrire avec la syntaxe de droite qu'avec la syntaxe de gauche, parce que min-width, je suis toujours obligé de savoir, de me poser la question, est-ce que c'est au minimum, au maximum, est-ce que machin ? Ouais, je suis un peu compliqué. Bref, j'aime beaucoup la nouvelle syntaxe, qui est reconnue par tous les navigateurs et qui fonctionne très bien, que vous pouvez évidemment imbriquer en nesting, comme l'ancienne syntaxe. Donc, vous pouvez très bien changer ici de direction dans votre card avec votre media query. On peut presque écrire les media query à la main maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Est-ce que tout le monde a entendu parler des container queries ? Quand ce n'est pas des questions quiz, il n'y a personne qui répond. Les container queries, c'est des media queries en mieux, puisque au lieu de cibler que la fenêtre, on va pouvoir cibler n'importe quel ancêtre. En l'occurrence, la taille de cet ancêtre. Je suis un card container qui contient une ou plusieurs cards. Je vais pouvoir définir que ce card container est un container dans le sens CSS du terme, avec container type. Inline size, c'est la façon compliquée de demander quelle est sa taille. Et ensuite, je vais pouvoir cibler à l'intérieur de ce container ma card et appliquer des styles avec @container, un peu comme un @media. Sauf que @media va se référer à la fenêtre, et moi ce qui m'intéresse, c'est mon environnement. Et @container va cibler cet environnement-là. Si j'ai 400 pixels de largeur dans mon container, alors je vais pouvoir appliquer des styles sur ma card. Donc c'est beaucoup plus fin que des media query, et ça permet de faire des choses comme ça. Là, je ne change pas la taille de la fenêtre, je change bien la taille de mon environnement, de mon container, et je peux entièrement modifier les styles de ma card. Ce qui est plutôt chouette. En l'occurrence, c'est ma chatte, qui s'appelle Lilith. Container Queries, c'est reconnu par tous les navigateurs, et ça marche très bien. Un peu plus récent, et donc un peu moins compatible, on a les Style Queries, qui pour le coup, au lieu de cibler la taille d'un conteneur, vont cibler des styles d'un conteneur. Ces styles, ça peut être des valeurs de custom property. Ici, je peux définir que mon point card va s'adapter à la valeur de ma variable discount. Si la valeur est 0 et 50, alors je fais des trucs, etc., etc. Concrètement, ça me permettrait de faire un truc qu'on ne peut toujours pas faire en CSS, c'est d'avoir des media queries dynamiques. Vu qu'on ne peut pas mettre de variable dans une media query, on peut hacker le truc en faisant comme ça. On va dire que j'ai une variable qui s'appelle viewport, qui par défaut vaut mobile. Si ma fenêtre fait plus que 768, ma valeur vaudra tablette, et si ma fenêtre fait plus que 1280, ma valeur vaudra desktop. Et après, au sein de chaque composant,
je vais pouvoir faire mes media queries dynamiquement avec la syntaxe qui est plus compliquée que des media queries. Mais au moins, je peux me servir d'une variable dedans avec addContainer. Je cible cette custom property et selon sa valeur, j'adapte les styles. C'est pas forcément le truc le plus simple à appréhender, mais ça fait le job. Concrètement, ça donne ça. Je passe de 1 à 2 colonnes. Et le seul intérêt ici, c'est de faire une media query avec une variable dedans. On passe à la dernière thématique qui est celle des animations. On a une propriété animation timeline en CSS qui est malheureusement pas encore reconnue par tous les navigateurs. Et c'est bien dommage. Et qui permet de réaliser des animations selon le scroll d'un élément dans la page ou selon sa visibilité dans la page. Et quand je dis dans la page, ça peut être à l'intérieur d'un autre élément aussi. Concrètement, on peut faire des trucs comme ça, comme cette démo, qui bouge de partout, qu'il faudra éviter de faire en vrai, mais qui est en pur CSS. Donc là, c'est lié au scroll. Et ça se passe comme ça. Ici, vous avez un exemple de bouton scroll to top qui apparaît quand on a scrollé à un certain niveau. Ici, le niveau, c'est 300 pixels. Dès qu'on atteint 300 pixels, l'animation se déclenche. Et l'animation, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit juste que mon élément, à 100% de l'animation, va passer en opacité 1. Ça nous permet de faire plein de choses rigolotes, hein. Notamment des choses qui apparaissent ou qui disparaissent au scroll. Là, j'ai une navigation qui va se rétracter progressivement au scroll. Un autre comportement intéressant, c'est les sticky headers. Quand je scroll, il disparaît. Quand je remonte, il réapparaît. On va pouvoir faire des trucs un petit peu plus fins. Plus fin dans la mesure où j'ai du texte qui scrolle et j'ai une indication selon mon niveau de scroll qui va me dire soit j'ai des trucs qui vont s'afficher encore en haut, soit j'ai des trucs qui vont s'afficher encore en bas. Tout ça c'est automatique et c'est faisable avec des animations timeline. Je vous mets le lien à chaque fois vers les sources si vous ne me croyez pas. Et j'ai encore d'autres démos parce que j'aime vraiment ça. Un autre classique de pouvoir cacher des choses dans un header ou modifier les styles du header. Donc c'est un header qui est sticky. Et selon le scroll, j'anime des choses, je déplace des choses, je réduis les choses. Il y a 0 JavaScript là. Hop. Et enfin, celle-ci, où on fait apparaître une petite barre verte de séparation quand on commence à scroller. Il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut appliquer avec cette spécification. On attend depuis un certain temps Firefox qui travaille dessus. Ce serait bien que ce soit supporté par Firefox. Bon, Safari aussi accessoirement.
Ça, c'était pour les animations au scroll. On a la même propriété qui permet de faire des animations liées à la vue, à la visibilité de l'élément. Quand il arrive, quand il sort, quand il est en plein milieu de la fenêtre, etc. Ça va nous permettre de déclencher des choses quand les éléments apparaissent. Par exemple ici, quand ils arrivent dans le viewport, ils vont se balader. Ça nous permet aussi de faire des choses comme ça. Là, c'est toute la section des clients quand elle traverse le viewport qui va déclencher cette animation ligne par ligne. Ça va nous permettre de faire des navigations comme ça avec un indicateur qui fait référence à la section où je me trouve. Donc quand la section traverse le viewport, elle a un effet sur cette animation. Hop. Et on est déjà à l'interlude final. Alors s'il reste encore du monde. D'après vous, quelle règle CSS l'emporte sur ces 5? Alors spoiler, il sera hot pink à la fin. C'est une vraie question. Qui pense que c'est la règle 1 qui l'emporte? Tiens, on va faire comme ça. Qui pense que c'est la règle 2 qui l'emporte? Qui pense que c'est la règle 3 qui l'emporte? La 4? La 5? Une grosse majorité quand même. Ah, c'est intéressant, parce que la grosse majorité s'est trompée. Important est plus fort que les styles inline. Hein. Tiens, où donc est né le web? Hein? C'est bien. C'est bien en Suisse, ouais, au CERN. Je cite mes sources. En 89 officiellement. Par un certain Tim Berners-Lee, vous l'avez? Que retrouve-t-on sur la page d'accueil du tout premier site web? Est-ce que c'est une photo de chat? Est-ce que c'est des gifs ou des gifs animés? Est-ce que c'est une animation Flash? Tout le monde a connu Flash? Est-ce que c'est une publicité ou est-ce que c'est une liste de liens? Alors, qui pense qu'il y a une photo de chat? Qui pense que ce sont des gifs ou gifs animés? Une animation Flash? Qui ne sait pas ce que c'est qu'une animation Flash? On ne sait jamais. Hein. Une publicité? Et enfin, une liste de liens? Grosse majorité. Ce serait dommage que la majorité se trompe encore une fois, évidemment. C'est bien une liste de liens. La preuve en image, la première page web, la voici, et de toute beauté. Et enfin, toute dernière question, quelle est la particularité de la couleur Rebecca Purple? Est-ce que c'est un palindrome? Est-ce qu'elle n'est pas du tout violette? Est-ce qu'elle n'existe pas? Est-ce qu'il s'agit d'un hommage à une personne réelle? Est-ce que c'est la couleur de fond du logo officiel de CSS? Qui ne sait pas ce que c'est qu'un palindrome? Alors, qui vote la réponse 1? Palindrome. Non. Qui pense qu'elle n'est pas du tout violette? Alors, moi, je suis un peu daltonien, en vrai, je ne sais pas si elle n'est pas du tout violette, mais pour moi, elle est violette. Qui pense qu'elle n'existe pas? Je serais taquin quand même. Hein. Qui pense qu'il s'agit d'un hommage à une personne réelle? Oh, waouh!
et qui pense que c'est la couleur de fond du logo officiel de CSS. Ouais, il y en a aussi. C'était la réponse avant-dernière et dernière. Il s'agit, alors c'est pas une histoire drôle, hein, c'est un hommage à la petite fille de Eric Meyer. Eric Meyer qui est l'un des experts CSS mondialement connus depuis tout le temps. Sa fille est morte d'une leucémie à l'âge de 6 ans et ils ont décidé de donner son nom à une couleur en CSS. Et accessoirement, c'est aussi devenu la couleur de fond du logo officiel de CSS. Voilà, voilà. Et ce sera tout pour moi. On a vu tout ça. Je vous ai mis une petite check verte sur toutes les specs qui sont reconnues universellement par tous les navigateurs. Donc il y avait un paquet de choses. Et les slides sont disponibles sur l'URL que je vous ai donnée. Je ne sais pas si on a du temps. On a 3 minutes a priori pour les questions. Confirmé? S'il y a marqué 3 minutes, ça veut dire qu'il y a 3 minutes. Hein. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. C'est une excellente question. L'anchor positioning, que je prononce encore positioning parce que je suis alsacien, ça ira? Comment tu le gères en responsive? Il y a des mécanismes qui s'appellent, des propriétés qui s'appellent position try, qui permettent de dire, ben, si je le veux à droite mais qu'il n'y a pas de place, tu vas passer à gauche. S'il n'y a pas de place à gauche, tu vas passer en dessous. Enfin, tu peux donner des scénarios, en fait. Ouais, ça marche très bien. Ouais. Sur quoi? Encore positioning, ouais. Ça dépend. Tu peux lui dire, là aussi, il y a une valeur fonction qui s'appelle encore entre parenthèses quelque chose, où tu peux lui dire que tu vas avoir la même largeur que ton encre, tu vas te positionner là et là par rapport à ton encre. Enfin, tu peux faire référence à ton encre en termes de taille aussi. Donc, les pourcentages, si je dis pas de bêtises, ça reste relatif au référent, donc pas à l'encre. Ouais. Oui. Moi, j'ai séparé Edge et Chrome. Peut-être, hein, par principe. Hein. Ouais, c'est vrai. Il me semble pas qu'il y ait de différence en termes de moteur de rendu entre les deux. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre Opera aussi, tant qu'à faire, vu que c'est la même chose. Mais c'est juste qu'en termes d'usage, hein, ce sont les 4 navigateurs les plus utilisés. Mais oui, il n'y a pas de différence. En termes de CSS, il n'y en a pas. Oui. Ah, j'ai failli entendre un. Dark mode, ouais. Ouais. Non. Non, clairement pas. C'est vraiment une détection de qu'est-ce que j'ai choisi comme préférence utilisateur pour mon OS, quoi, sombre ou pas sombre. Mais il y a, il y a d'autres media query qui vont cibler si j'ai choisi des couleurs contrastées ou d'autres choses. Mais en particulier le daltonisme, je ne crois pas qu'il existe des choses, en tout cas pas natives en CSS, pour détecter. De toute façon, je ne crois pas qu'il y ait il me semble, hein, qu'il y ait de dispositifs au niveau de l'OS pour dire quel est mon type de daltonisme et comment gérer les couleurs. Au niveau de l'OS, je ne crois pas. Donc je ne pense pas que CSS soit capable de détecter ça. Ouais. Du coup,
Alors, est-ce que SCSS va récupérer ça, les nouveaux Media Query, par exemple? C'est une bonne question parce que j'en sais rien, déjà, d'une. Et de deux, c'est intéressant parce que ça voudrait dire que SCSS, qui a quand même été créé pour pallier les manques de CSS à l'époque, s'il commence à intégrer des trucs de CSS natifs pour pallier les manques de SCSS, ça devient, comment dire, un peu Inception, c'est compliqué. Mais honnêtement, je ne sais pas, donc je te répondrai que des inexactitudes. Dernière question? Pas de question? Plus de questions. Je suis dispo si vous me trouvez quelque part. Merci à vous.